il y a un vrai problème. Cela dit, il se trouve que la confiance, puisque vous l'avez choisi comme thème, comme axe général des discussions d'Athénis cette année, a priori la confiance, c'est plutôt quelque chose d'honorable, de souhaitable, de désirable, de bien. Ben, c'est pas si sûr que ça. La confiance n'est pas toujours louée, elle n'est pas prônée par tous les penseurs. Et il y en a qui mettent franchement des réserves sur la confiance. Descartes, par exemple. Il y a des passages, alors là, c'est des souvenirs d'il y a longtemps, mais quand même, à propos des médecins, du médecin. Il pense qu'il faut se méfier des médecins. Bon, je sens un peu touché. Et donc, il faut se méfier des médecins, et il pense qu'il vaut mieux s'en remettre à soi-même. Et notamment à partir de l'âge de 30 ans, selon Descartes. Mais il faut s'en remettre plutôt à soi-même, donc à la fois pour être son propre médecin, mais il faut en faire autant en ce qui concerne l'éducateur. Et Montaigne d'ailleurs va dans le même sens aussi. Il faut faire preuve d'une grande méfiance à l'égard des experts en philosophie académique. Et cette défiance à l'égard des professionnels de l'éducation et de la santé, ainsi qu'envers les dirigeants de l'État et de l'Église, s'accompagne, évidemment, c'est ça la contrepartie, d'une confiance en soi proportionnelle. Donc, pas de recours à la confiance dans l'autre, selon ces auteurs critiques de la confiance, mais plutôt un appel à la confiance en soi. Alors, c'est évidemment, forcément, je pense que chacun d'entre nous est amené aujourd'hui dans le contexte à se poser la question. Alors, mais maintenant, quels sont les ressorts de la confiance en soi? Alors, ça se complique. Chez Descartes, la confiance personnelle repose sur la raison. Et l'usage de la raison, il est possible pour chacun d'entre nous. Alors nous, évidemment, l'alternative donc entre confiance dans l'autre et confiance en soi seulement, eh bien nous avons des raisons d'être assez réservés en psychologie sur cette conception, et surtout en psychanalyse. Notamment en raison évidemment d'une théorie qui s'est bâtie évidemment sur l'observation, la clinique, tout ce que vous voudrez, mais enfin sur le fait que ce que beaucoup d'auteurs omettent, que ce soit les philosophes, que ce soit les sociologues et les anthropologues, etc., c'est que c'est ce que Laplanche, le psychanalyste, appelle la situation anthropologique fondamentale. La situation anthropologique fondamentale, c'est le fait que, avant d'être adulte, il faut d'abord avoir été enfant. Et qu'être enfant, c'est entrer dans le monde d'abord sur le mode de la vulnérabilité, de la dépendance à l'égard de l'autre, et évidemment, donc de relations inégales, dont on peut décliner ensuite les différentes dimensions, y compris la dimension de la domination. On entre dans le monde en étant dépendant et dominé, et vulnérable. Donc, il faudrait évidemment brancher sur toute cette affaire la théorie nouvelle, qui est fort importante, fort intéressante, qui est la théorie du Caire, même si tout le monde se moque de ça depuis que Martine Aubry a fond foncé là-dedans, mais c'est très important, je pense personnellement, cette conception du Caire, d'autant plus que le Caire en question ne concerne pas que l'enfant. La vulnérabilité et le besoin de l'attention, de la prévenance, des soins de l'autre ne concernent pas que les enfants. Il concerne les handicapés, il concerne les vieux, c'est-à-dire chacun d'entre nous, et à certains moments, chacun d'entre nous dans son boulot, ou quand on est malade. C'est-à-dire que la référence à la situation anthropologique fondamentale veut dire que l'enfant, il est toujours dans l'adulte. Et comme vous avez vu, cet enfant dont je vous ai parlé rapidement, évidemment un peu grossièrement tout à l'heure, un peu à la manière de France Culture, la sublimation, c'est cette vulnérabilité, c'est l'enfant aussi qui a en nous. Donc tout dépend de la théorie du sujet qu'on a. Donc Descartes, lui, et on pourrait dire les cognitivistes aujourd'hui, pensent l'adulte, la raison. Mais nous, évidemment, comme on est clinicien, on ne peut pas adhérer à ça, parce que même le plus raisonnable d'entre nous, il est quand même
Voilà. Touché par le risque que l'enfant en lui, à un moment donné, se révèle et ait le besoin de l'autre. Dans la perspective donc moderne plus récente, faire confiance, c'est risquer certains aspects de son avenir en pariant sur la loyauté de la personne à laquelle on fait confiance. Si vous avez admis l'enfant dans l'adulte, et le fait que d'un jour ou l'autre, de toute façon, non seulement vous avez eu besoin du care, mais vous en aurez encore besoin plusieurs fois dans votre vie, et que donc il faut faire une place à la dite vulnérabilité, y compris pour les travailleurs, qui sont tous aussi des gens vulnérables, et pas parler de travailleurs qui n'existent pas, c'est des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Alors, il y a bien ce pari sur la loyauté de la personne à laquelle on fait confiance. C'est effectivement dans cette perspective que se situe la problématique de la confiance, je crois, dans le rapport au travail. Car la confiance a un rapport étroit avec l'expérience de sa propre vulnérabilité et du risque que l'on prend en s'engageant dans son travail, du risque que l'on prend pour sa propre identité, d'une part, et des attentes que l'on a vis-à-vis de la sublimation et de la reconnaissance loyale de sa propre contribution par les autres. Les pairs, pairs IRS, les chefs, les subordonnés, les clients. Donc, si nous refusons de voir dans la relation de confiance un simple calcul rationnel, et donc refusons de considérer la confiance comme un état mental cognitif, comme disent nos collègues cognitivistes, et plutôt la considérer comme un sentiment, comme le font aujourd'hui les spécialistes. La confiance apparaît comme un sentiment inspiré. On inspire la confiance. Voilà. Moi, c'était ça dont j'étais parti. Il y a 20 ans, ça n'a pas marché du tout. Qu'est-ce qui inspire la confiance? Finalement, c'est pas de la psychologie, c'est beaucoup plus de l'éthique. D'après les spécialistes que je lis depuis ces 20 ans, c'est le passage par la figure philosophique de la promesse. La fidélité à la promesse donnée est centrale, car par sa promesse, je cite toujours ma philosophe de référence, la fidélité à la promesse donnée est centrale, car par sa promesse, une personne libre en invite une autre à lui faire volontairement confiance. Mais dans le travail, y a-t-il place pour la promesse? Est-ce que la promesse joue un rôle essentiel dans le travail? Bon, c'est possible, mais c'est pas certain du tout. Et de toute façon, ce serait peut-être insuffisant, car, je cite un autre philosophe, Hume, pas encore cité, la promesse est un dispositif qui permet d'élargir un climat de confiance et non de l'instaurer. La deuxième alternative, c'est le contrat. Le contrat, dont Descartes admet qu'il est utile dans le domaine du commerce et que, je cite, la sanction des vœux peut être nécessaire pour remédier à l'inconstance des âmes faibles. La problématique du contrat, plutôt que celle de la promesse, y compris dans la perspective soumise du contrat, pourrait jouer un rôle fondamental, non seulement dans le commerce, mais dans la relation de travail. Et de fait, existe un courant d'analyse, actuellement, qui interprète les pathologies mentales du travail comme le fait de la trahison ou de la violation du contrat de confiance qui lie l'entreprise à son salarié. Et c'est évidemment loin d'être une analyse fausse. Alors, tout ça ne donne pas, à mon avis, des clés suffisantes, et donc la question c'est, existe-t-il une autre voie d'analyse pour rendre compte de la construction des rapports de confiance au travail? À mon avis, oui, si on fait le détour, on fait un long détour, donc je ne le ferai pas en entier, mais je vais vous indiquer les points principaux, un détour par l'analyse du rapport au travail précisément, en insistant particulièrement sur la question de la coopération, qui ne peut pas fonctionner, elle non plus, sans relation de confiance. Il n'y a pas de coopération sans confiance. Voilà. Ça demande une discussion et une argumentation, mais là, par contre, c'est assez rodé, on sait faire cette démonstration. Or, la coopération apporte un point de vue complètement original, à l'origine de la construction des relations de confiance, assez différent de ce petit tour que nous avons fait chez un certain nombre, en tout cas, de penseurs clés de cette question. La confiance, ici, est fondée, pour nous, c'est la clinique du travail, évidemment, donc c'est très particulier, elle est fondée sur la référence à la règle, ou plus exactement au respect des règles. Quelles règles? Les règles en question, ce sont des règles de travail, justement. Il faut alors déplacer la loupe sur l'analyse de ces règles et, très précisément,
sur la construction de ces règles.